Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxois, votre décryptage quotidien de l'actualité nationale et même internationale de lundi à vendredi entre 19h et 21h. La conjoncture politique actuelle et le nombre impressionnant de nos détracteurs font que j'ai accepté aujourd'hui la proposition de séparation à l'amiable pour les travaux de l'hôtel La Benoué et des stades Réré et Pumpumré de Garoua. Ben Modo, directeur général Prime Potomac, justifie ainsi le retrait de 3 chantiers sur les 5 confiés à son entreprise dans l'optique de doter la capitale régionale du Nord d'infrastructures sportives hôtelières pour accueillir les équipes, les supporters officiels de la poule de Garoua pour le CHAN 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations 2021. L'espoir de voir la ville de Garoua accueillir ces 2 compétitions majeures en Afrique serait en train de s'amenuiser et les permettant ainsi à la CAF de revoir son calendrier. Equinoxois, c'est tout à l'heure à 20h la grande édition d'information présentée par Cédric Nouffelé. Tout de suite après Equinoxois, le temps du débrief. Mais tout de suite, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Chantier CHAN et CAN en arrêt. Faut-il désespérer? Pour en parler ce soir, je suis avec Eric Yombi. Bonsoir Eric. Bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Voilà, bienvenue une fois de plus Eric Yombi sur le plateau. Merci pour votre invitation. Analyste politique, très connu déjà, des fidèles téléspectateurs d'Equinox. Albert Natola ici, bonsoir. Bonsoir. Serge Alain, je salue mes co-panélistes ainsi que les nombreux téléspectateurs de Equinox TV. Comme à mon habitude, je voudrais féliciter justement l'engouement, j'allais dire la promptitude du nouveau ministre de la Santé publique qui justement gère son ministère sur le terrain, mais je voudrais qu'il aille davantage au devant de la scène, c'est-à-dire qu'il faut capaciter le personnel médical et soignant. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi, qui ont embrassé, n'est-ce pas, ces métiers par défaut et non par vocation. Ok, bienvenue une fois de plus, Albert Natola ici. À côté de vous, Maître Paul Païré. Bonsoir, Maître. Bonsoir, Serge. Bonsoir aux co-panélistes. Bonsoir aux téléspectateurs. Avocat au barreau du Cameroun, Maître Paul Païré. Avocat au barreau du Cameroun. Je ne voudrais pas tellement être toujours en politique comme vous avez l'habitude d'afficher. Aujourd'hui, c'est l'analyse de la situation il n'y a pas de casquette politique. Au Cameroun. Guillaume Fongan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux nombreux téléspectateurs qui prennent du plaisir à regarder cette émission de qualité qui sort des sentiers battus. Voilà, je commence avec vous, Albert Natola ici. Vous êtes un habitué de ce plateau. Ce qui arrive aujourd'hui était prévisible, à votre avis. Prime Potomac qui est comme ça dessaisi d'un certain nombre de chantiers. 3 sur les 5 qui lui ont été confiés. Oui, il s'auto-dessaisit. Oui, c'est ce qu'il faut dire. C'était prévisible. Mais sous la pression, hein? C'était prévisible parce que nous avons eu à le décrier sur ce plateau, à savoir que Prime Potomac n'avait ni l'expertise, ni la surface financière, critères qui étaient nécessaires pour qu'on puisse lui attribuer justement la construction des infrastructures sportives et hôtelières dédiées à la CAN 2019 qui a connu un décemment et qui finalement s'est joué le mois dernier du côté de l'Égypte, du pays des pharaons. Donc, je pense que c'était prévisible au-delà des premiers faits que je viens d'évoquer. Mais je crois également que avant que cela puisse être fait, nous constatons une chose, c'est que nous l'avons également noté, exigé d'ailleurs en tant que leader d'opinion, à savoir qu'il est d'abord qu'on fasse le point. Et qu'on ne reparte pas avec les mêmes acteurs à partir du moment où il y a eu glissement
il y a eu glissement de l'organisation de la CAN 2019 au profit de l'Égypte. On avait, en tout cas l'opinion nationale avait suggéré, avait exigé qu'il y ait un audit et qu'on ne reparte plus avec les mêmes acteurs, qu'on fasse l'inventaire justement des chantiers. André Anatolaï, vous permettez, je crois, on a raison, on n'est peut-être pas raison, mais le stade de Japoma, on voit comment les travaux là-bas, les Turcs ils sont en train de véritablement avancer de ce côté-là. Non, les Turcs sont en train d'avancer parce qu'ils ont respecté un critère essentiel qui exigeait non seulement l'expertise technique, mais la surface financière. Oui. Parce que s'il fallait s'attarder uniquement à la surface financière, les travaux auraient on serait dans la même situation que connaissent actuellement les autres infrastructures sportives et hôtelières, notamment au stade Olympique, où vous avez le groupe Pichini qui a carrément arrêté les travaux parce qu'ils sont dans l'attente des décomptes. Donc je pense qu'aujourd'hui, les Grecs, j'allais dire les Turcs, notamment Yenigun, le groupe Yenigun a pris la responsabilité justement de puiser dans ses propres caisses pour faire avancer justement, parce que pour eux, c'est un défi de pouvoir permettre au Cameroun d'avoir une telle infrastructure. Or, les autres n'ont pas été aussi honnêtes que justement comme Yenigun pour pouvoir... C'est l'honnêteté? Je pense que oui, c'est l'honnêteté parce que c'était une exigence fondamentale. Vous pouvez avoir l'expertise technique, mais pas de surface financière. Parce qu'ils sont nombreux qui donnent l'impression qu'ils ont une surface financière. C'est d'ailleurs le cas de Prime Potomac qui a donné l'impression qu'il avait une surface financière, ce qui n'en était rien du tout. Lorsque vous faites le décompte, en tout cas, certainement on en parlera tout à l'heure, au cours de cette émission, qui a eu plus de décomptes que les autres et qui a eu plus de sous-traitants que les autres, eh bien, on se rend compte que chez Yenigun, avec le stade japonais, c'est très avancé. C'est pratiquement, le chantier est réalisé à pratiquement 99,99%. Ah bon? À 99,99%? Absolument. Voilà, Albert Anatola ici. Eric Yombi, c'est surtout ce qui nous intéresse ce soir, c'est ce qui arrive à Garoua. Prime Potomac qui... Qu'est-ce qui vous a fait rire? C'est que 99%. Quand on a vu les images, hein, on a l'impression qu'Albert ici vit sur mer, parce qu'en fait, comme dit pour Camerounais, c'est qu'il ne s'agissait pas de construire un stade, mais d'un complexe, avec un ensemble d'éléments. Donc quand je l'écoute, je suis un peu simple, je me demande si vous voyez de quoi il parle, parce que nous qui avons un peu regardé... Vous êtes allé à Japoma? Oui, à Japoma, oui, sauf que le produit qui nous avait été annoncé au départ, ce n'était pas un stade, c'était un complexe qu'on nous a vendu, un complexe. Alors, si jusqu'aujourd'hui le simple stade n'est pas livré, ça qui est un problème. Donc, quand il parle de 99,99%, j'ai envie de tomber de mon siège parce qu'en fait, on nous a vendu un complexe, mais pas un stade. Donc, il faut restituer cette vérité aux Camerounais. Ok. Eric Yombi, retour sur Garoua, Prime Potomac qui est dessaisi comme ça de 3 des 5 chantiers à lui confier. Moi, je pense que ce qui se passe avec Prime Potomac, c'est en bonne partie ce qui se passe au Cameroun en réalité. Comment est-ce qu'on gagne un marché? On constate évidemment que c'est un marché de gré à gré. Ouais. Je crois que le co-panéliste... Une valeur totale de 26,3 milliards. Tout à fait. Je crois que le co-panéliste tout à l'heure a évoqué un certain nombre d'aspects suffisamment pertinents. La surface financière, l'audit, les sous-traitants. Moi, je pense que ce qui se passe avec Prime Potomac, comme d'autres chantiers concernant ces infrastructures, je pense que le problème de fond, c'est la corruption. Je pense que le problème de fond, c'est possiblement les rétrocommissions. Je crois que c'est à ce niveau que ça se passe. Il est possiblement, en tout cas, ce qu'on semble voir... seulement Prime Potomac, la grande question. Parce que... Il n'y a pas eu tout ce que vous décrivez là, sur les autres chantiers? Parce que Prime Potomac, c'est une concentration de problèmes. Une concentration de problèmes. On n'a pas envie de dire ici qu'il s'agit des personnes incompétentes, mais ce qu'on voit bien, c'est que le niveau d'avancement des travaux n'est toujours pas bon. Et je comprends que ce qui est en train de se passer, c'est que les personnes qui ont certainement donné ces marchés à Prime Potomac aujourd'hui sont de haut mur. Pourtant, le Cameroun est censé organiser évidemment ces 2 compétitions, à savoir le Chan et la CAN. Alors, de haut mur, évidemment, la seule possibilité qui s'offrait à l'horizon était tout simplement qu'il soit dessaisi pour qu'au moins on voit que les chantiers avancent. Moi, je pense qu'en fond,
Ce dont il s'agit, c'est effectivement le fait qu'il y a une concentration de problèmes, notamment les problèmes concernant, n'est-ce pas, le gré à gré. Alors, ce qu'on peut ajouter pour être tout à fait complet, parce que c'est aussi bien de se référer à l'histoire. Le Cameroun a organisé une Coupe d'Afrique des Nations en 1972. Oui. Je dois rappeler ici que c'est avec la défaite du Cameroun face au Congo qu'évidemment on a ouvert le dossier lié à cette organisation, la CAN 1972. Et on se rappelle. Si on avait remporté le trophée, le président Idjo n'aurait pas. Tout à fait. Vous étiez tout à fait, oui. On n'aurait pas ouvert ce dossier. Voilà. En tout cas, peut-être que l'euphorie de la chose aurait fait qu'on nous fasse ce dossier. Oui. Ce que je voulais plutôt dire, c'est qu'avec ce glissement, ça aurait été pour nous l'occasion de nous interroger et de poser évidemment, n'est-ce pas, les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on peut faire, avec qui, quels sont les problèmes et comment les surmonter. Voilà. Guy Fongan, vous vouliez réagir par rapport à Prime Potomac, hein? Non, je vais dire que... Qui est dessaisi. Encore, Potomac n'est pas... Parce que c'est depuis plus d'un an, je crois que ce nom revient toujours devant de la scène. Oui, parce qu'on ne va pas revenir ici, rappeler dans quel contexte le Prime Potomac s'est retrouvé dans cette affaire. Ça a été abondamment dit. Donc on ne va pas remettre le couteau dans la plaie, mais on va simplement rappeler aux gens que le Ben Modo a fait une sortie. C'est lui qui nous avait expliqué de manière assez métaphysique combien est-ce qu'un sac de ciment peut partir de 4500 à 33 000. C'était totalement métaphysique. Il nous a justifié comment est-ce qu'on pourrait vendre. C'est pas Ben Modo, c'est monsieur qui s'occupait du stade. Oui, enfin oui, du stade d'Aqua. Oui, du stade d'Aqua. Et Ben Modo a fait plusieurs sorties dans plusieurs médias pour expliquer un peu quel était son parti pris. Et quand on part de là, on n'est pas étonné de l'arrêt des travaux, parce que vous avez demandé à Yumbi c'est pourquoi seulement Prime Potomac. Non, il faut dire que même Puccini a à un moment donné arrêté les travaux de construction du stade qui porte le nom du président Paul Biya. Je veux dire qu'on ne peut pas être plus révolté que ça. Quand même, le nom qui porte le stade du président, ça sont les belles en image. Oui, je veux dire que où les travaux s'arrêtent, eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas descendre plus bas. Si on a réussi à arrêter les travaux dans ce stade-là, eh bien, ça veut dire qu'on peut arrêter n'importe où, parce que même pas de fierté et par honneur, et même si les gens avec une certaine crainte du président de la République, eh bien, ils auraient tout fait pour qu'au moins ce stade soit livré en temps et en heure. Ça n'a pas été le cas. Je ne parle pas du complexe, je parle au moins du stade, pas du complexe. Donc je ne vais pas dire comme ici que ça a été livré à 49%, mais au moins le stade, pas le complexe auquel on n'y pense plus nous autres. Même le stade n'est pas prêt. Non, il faut pas regarder où on est tombé, mais il faut voir où la chute a commencé. Voyez-vous, ce stade la CAN nous a été attribuée il y a plus de 4 ans déjà, et on savait exactement quel était le cahier de charge. On a été embêté parce qu'on a recommencé le process. Eric me parlait de backchiche, de corruption, etc. C'est vraiment le nœud du problème. Un premier travail de fond a été fait. On avait tous les prestataires, tous les cahiers de charges avaient été attribués, et c'était un bon de commande où chacun savait exactement ce qu'il faut faire. Sauf qu'à l'époque, on avait un certain Moutazé qui avait quasiment tout piloté, sauf qu'on a changé après. Donc un autre arrivé après a recommencé le processus, la renégociation à zéro. On a perdu quasiment 3 ans parce que chacun voulait avoir ses prestataires. C'est comme ça que les Prime Potomac se retrouvent dans le scénario. Et puis, quand on perd 3 ans à recommencer, parce qu'il faut trouver de nouveaux prestataires, eh bien, vous comprenez que la logique qui est derrière, c'est contrôler les rétrocommissions et les bacs. On a perdu 3 ans inutilement. Et qui est le responsable de cette affaire? C'est le président de la République. Parce qu'à la vérité, je vais dire qu'on ne peut pas avoir un super ministre qui peut être partout à la fois. C'est-à-dire que si on avait, à mon sens... On a une partie du complexe. Hein. Si on avait, à mon sens, d'autres Moutazé, qui ne peut pas être partout, parce qu'il n'est qu'un homme, eh bien, on peut avoir d'autres... Que le président a la capacité de trouver d'autres Moutazé qui peuvent faire le même boulot, que de laisser partir et de nous recommencer. Tout part de là, en fait. Si on n'avait pas recommencé à renégocier avec tous les prestataires, où chacun veut contrôler les bacs-chiches et voir tout ce qu'il y a derrière comme commission, eh bien, on aurait gagné en temps et on aurait probablement organisé cette CAN 2019. Mais même tel que c'est parti aujourd'hui, je ne suis pas surpris qu'en 2021 on ne soit pas prêt, parce qu'il n'y a aucune lisibilité, il n'y a aucun indicateur qui est clair. Même quand vous parlez de ça, du Japoma qui est quasiment terminé, imaginez, vous avez 5000 personnes qui sortent au même moment
de ce stade-là, ils vont passer où? Comment faire pour les évacuer du stade à une heure? C'est totalement surréaliste. Ça veut dire que ce n'est pas qu'une affaire du stade. Tel que c'est parti, et contrairement à ce que les gens pensent, on n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste à peine 14 mois. À peine 14 mois. Et non, vous êtes au... Non, le problème, c'est le CHAN d'abord. Le CHAN. Non, mais le CHAN d'abord. Le CHAN d'abord. Non, le CHAN, je pense que le CHAN, il faut... On a un mois du délai, la date butoir. Hein. Oh, j'étais le seul... Fin septembre. J'étais le seul qui pensait on doit livrer les stades. J'étais de ceux qui pensaient que le CHAN allait être pour nous une espèce de rodage, pour roder le stade, le matériel, tout ce qu'on a. C'est justement pourquoi Madame Ada pense. J'ai applaudi des deux mains quand on nous a annoncé le CHAN, mais tout porte, même aujourd'hui, même le CHAN, on n'est même plus capable d'organiser. J'ai l'impression qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et quand on est malheureusement dans un pays, j'aime à le rappeler, qui a atteint la forme la plus achevée de l'inertie, évidemment, on ne peut qu'obtenir et aboutir ce genre de choses. On ne peut plus rien espérer parce qu'on n'est pas surpris quand on regarde les choses de manière lucide et froide. Et il faut tout recommencer à chaque fois. Maître Payere, 3 des 5 chantiers attribués à Prime Potomac, il est dessaisi de 3 des 5 chantiers. Les 2 autres, il va arriver à satisfaire le cahier de charge? 3 sur 5. Oui. Vous constatez que c'est une grande majorité. Et pour quelqu'un qui se dit professionnel, c'est un peu... Est-ce qu'il pourra réaliser les 2 autres? Non, je ne le vois pas en train de réaliser. Nous parlons là, nous étions en train de débattre, nous parlions du chantier du CHAN, qui est déjà presque à 1 mois à peine. Oui, 1 mois date butoir, à la fin du mois d'août. Il pourra s'en sortir de quelle manière? C'est difficile. C'est que nous sommes dans un pays où presque tout le monde est comédien. On joue tellement avec l'argent. Avec tout. Du contribuable. On joue avec tout. On joue tellement avec l'argent. Parce que c'est tel que, dès lors qu'on nous a retiré la canne en 2019, et on chantait avant, le jeudi, jusqu'à aujourd'hui. Et avec tout ce temps, le temps de regarder vers l'Égypte où nous sommes même sortis avec la queue entre les jambes, que faisaient ces techniciens? Et l'argent qu'ils ont pris bien avant, ça a été réparti de quelle manière? Donc nous voyons que dans ce pays, les gens s'amusent tellement. Ce sont des grands acteurs, des grands comédiens. Parce qu'aujourd'hui, quand on revient pour un grand pays comme le Cameroun, il y a la volonté de l'État parfois à pouvoir mettre les moyens à la disposition, parce que c'est des milliards. Et nous voyons le coût même de ces stades. Parce que quand on revient au Cameroun, tout ce qui se fait, ça se multiplie par 10. À tous les niveaux. Quand on retire à Prime Potomac, ces chantiers, c'est le cas par rapport à tous les autres. On s'est dit, même sur certains plateaux, les gens disaient déjà que non, ces stades sont presque livrés. Mais quand on s'approche, que ce soit à Bapélepé, on se rend compte, ne serait-ce que les petits stades là, le championnat va commencer d'ici septembre. Les équipes de Douala vont jouer. Ne parlez même pas de Bafoussam. Un peu partout. Parce que là, ça veut dire qu'au Cameroun, on s'amuse avec l'argent de l'État. L'État s'amuse. L'État a une certaine légèreté au point que, parce que c'est surtout, il faut voir la manière dont on passe les marchés. Ça ne se fait pas selon les normes. Ça se joue entre les amis. Certains créent des sociétés écrans pour donner des... Mais si c'est pour le cas de Prime, c'est de gré à gré. De gré à gré, bon oui, ça arrive, mais quand on prend de gré à gré, il y a toujours des petits jeux qui se jouent. On a beau dire de gré à gré et machin, même si c'est l'offre publique et tout qu'on sort, voilà. Les Camerounais sont très forts pour contourner l'obstacle. Et c'est ça qui se vérifie sur le terrain. Voyons même, vous voyez par exemple le cas de la pénétrante de Douala au niveau de Yassa. Mais vous voyez, le ministère du Transport et des Travaux publics arrive sur le lieu, c'est là où il découvre. Il ne sait pas qu'il avait affaire à un mauvais partenaire. Il s'exclame pour se plaindre à qui? L'expertise a-t-elle été bien testée? Et c'est comme ça par rapport à tous ces chantiers. Nous sommes aujourd'hui un grand pays comme le Cameroun. Si, comme ça tire déjà l'Algérie qui se positionne un peu partout là, si ça tire vers là, quelle honte pour le Cameroun. On vous donne une première chance. Arrivé à moins quelques jours pour le CHAN, rien ne fait. On balbutie encore pour parler des préparations par rapport à la Coupe des Nations. Je dis vraiment c'est regrettable et il faudra que le président sévisse. J'ai l'habitude de dire, je suis un juriste, je suis un avocat. À un certain moment, le code de 1900, le code de Souaïdjo,
le code pénal devrait, parce que les Camerounais n'ont plus peur. Ceux qui vont là pour qu'on les Vous voulez qu'on ramène ça? Je souhaite bien, de vive voix. Il faut que ce code, parce que si tous ces gens, vous voyez déjà un Camerounais attaché à un poteau et fusillé comme avant. Vous avez pour le retour de les gens, même bien sûr, à un certain moment, quand les gens deviennent très délinquants, parce qu'à l'heure actuelle, on a beau punir, la prison est très pleine. C'est pourquoi il y a eu une mutinerie. Est-ce que les gens, pourquoi c'est plein? Bon, on accuse des lenteurs judiciaires, c'est aussi parti. Mais pourquoi beaucoup de gens vont en prison? Et avec combien de milliards? Il faudra que l'État pense à sévir d'une manière très énergique. Parce que là, les gens jouent avec l'honneur du Cameroun. S'il arrive que ça glisse une fois de plus, parce que glissement sur glissement ne vaut, comme on peut dire en droit. Parce que trop, c'est trop. Le Cameroun vraiment sera ramené au degré très, 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 très inférieur. Albert Natola ici, Ben Modo, pour justifier le retrait de 3 chantiers, il pointe un doigt accusateur sur les détracteurs, dit-il. Il dit que sur les 51 entreprises qui sont appelées à livrer, à exécuter les travaux pour et le Chan et la Cannes 2021, aucune à cette date n'a livré ces chantiers. Mais pourquoi toujours Prime Potomac? Quelle autre entreprise a livré ces chantiers? Mais écoutez, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Je voudrais dire ici concrètement quoi? Je voudrais vous dire qu'il n'est pas arrivé de manière banale que nous soyons sur ce plateau et que l'agent de police décide de verbaliser M. Outou ou M. Aïs, ne lui demandez pas pourquoi est-ce que c'est moi et non les autres. Hein? Je pense qu'il faut qu'on aille sur cette problématique-là. Ceci étant, la répétition étant la mère de la connaissance, je voudrais indiquer que Prime Potomac n'a pas d'expertise. Prime Potomac, c'est une structure qui appartient à une dame qui est très proche du Sérail. Et monsieur Ben Modo, c'est comme une sorte d'interface. Il faut ajouter à cela que Prime Potomac avait des sous-traitants, comme je l'ai indiqué tantôt, notamment UGEC et Mota Engine, dans la construction des infrastructures hôtelières et sportives du côté de Garoua, où il traîne bien évidemment des ardoises, parce qu'il y a des fournisseurs qui lui réclament de l'argent de ce côté-là. Prime Potomac est également cette structure qui a le plus bénéficié d'un grand nombre de décomptes. Et tout récemment encore, il y a eu un peu plus d'1 milliard qui ont été attribués à cette structure pour le parachèvement ou n'est-ce pas, des infrastructures hôtelières. Et qui, je pense que de mon point de vue, comme l'indiquait tout à l'heure M. Pairi, il faut que chacun tire ses leçons. Il faut d'abord, parce qu'à partir du moment où il s'auto-désiste, ça veut dire qu'on doit pouvoir aller au-delà de ça. Faire la comptabilité, eh bien, ça veut dire qu'il y a, je ne voudrais pas parler à la place de mettre des questions de droit à la place d'un professeur du droit, mais il s'agit d'une sorte de rupture unilatérale et abusive d'un contrat. Donc, je pense qu'il est important que ceux qui ont donné ce travail à M. Ben Modo, notamment, qui n'a jamais fait de preuve, parce que lorsque vous attribuez justement un projet, je dis la réalisation d'un projet à quelqu'un, c'est au regard d'une certaine expertise qu'il a eu à faire quelque part. Est-ce que vous avez idée que la société Prime Potomac a eu à construire un hôtel quelque part sur le continent africain ou au Cameroun? Est-ce que vous avez idée de ce que Prime Potomac a eu à construire, n'est-ce pas, il peut aussi être sa première expérience, une infrastructure sportive quelque part sur le continent africain? Du tout. Donc je pense que tout à l'heure, j'allais dire, Hervé parlait, il allait vite en mesure en indiquant les responsabilités. Je pense que lorsque vous êtes entouré de collaborateurs, vous ne pouvez pas avoir les yeux partout. Vous devez les responsabilités, vous devez décentraliser. Nous condamnons, nous ne pouvons pas dire une chose et son contraire.
C'est-à-dire que nous condamnons l'hyper-centralisme, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on décentralise, que font les exécutants? Ils sont irresponsables. Il y a eu des individus qui se sont attribués certains marchés, certaines parts de marché dans la réalisation de ces infrastructures sportives et hôtelières. Je pense qu'ils doivent être comptables. Je crois donc qu'il est important, dès lors que déjà M. Belmondo, à travers certaines sorties, il a prétendu qu'il pouvait offrir aux Camerounais, n'est-ce pas, d'autres infrastructures 5 étoiles, ce qui n'a pas été, bien évidemment, c'est un bluff. C'était un marketing qu'il voulait faire, mais aujourd'hui, nous constatons malheureusement, et avec beaucoup de déception, que ça n'a pas été le cas. Donc je pense que si on avait véritablement et de manière rigoureuse respecté les critères, parce que le gré à gré en lui-même n'est pas une procédure illégale. Ça, il faut déjà le préciser. Le gré à gré, c'est une procédure légale, mais qui doit respecter certains critères tout aussi légaux. Ça, c'est important. Qui appelle à la concurrence. Mais ces critères de concurrence reposent, comme je l'ai indiqué tantôt, sur les critères d'expertise technique, sur la surface financière. Est-ce que Prem Potomac respectait ces 2 critères essentiels du tout? Donc je pense qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer avec les milliards que Prem Potomac qui ont été virés dans les comptes de Prem Potomac? Je pense qu'il est important qu'on fasse d'abord le point. C'est trop facile de dire que je me désiste, mais il faut quand même qu'on fasse le point de ces milliards qui ont été virés dans les comptes de Prem Potomac, parce que c'est de l'argent du contribuable. Voilà. Oui. Non, je voulais rapidement. Je ne sais pas pour quelle chapelle prêche ici, mais je pense que ce que nous disons est assez grave. C'est un sujet assez grave. Pourquoi vous voyez les chapelles partout qui avaient Fonga? Non, parce qu'il veut défendre l'indéfendable en essayant de dire que... Parce que la théorie du bouc émissaire ne peut plus prospérer, ça ne marche plus. Oui. Je pense que les Camerounais sont assez avisés et matures. Ça fait longtemps qu'on nous a rabâché les oreilles avec la théorie du bouc émissaire. Ça ne marche plus. Il y a le seul fautif ici, c'est le présent. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la vérité, je suis convaincu d'une chose. Si je vais parler comme les juristes, dans mon intime conviction, si le ministre Motazé était allé au bout du processus qu'il avait commencé, eh bien, on aurait un coupable clair et identifié. On aurait évité beaucoup de couacs. Et qu'il a nommé, c'est le président de la République. Qu'il enlève là-bas, c'est le président de la République. Donc, il n'y a pas vraiment, il ne faut pas chercher il faut sortir de Harvard pour comprendre ça. Il serait resté là-bas qu'on aurait évité plein de choses. Eh bien, quand on remet quelqu'un d'autre, celui-là recommence. Et donc, je veux dire que le ministre Montagnier n'est pas parti de lui-même. C'est lui qui a commencé toutes les négociations. On a recommencé après lui. Et donc, le coupable, c'est celui qui l'a nommé, qui, au lieu de laisser terminer ce qu'il a commencé, il a enlevé en plein milieu du processus. Eh bien, il est le principal coupable, et dont la théorie au bouc émissaire ne peut plus prospérer ici. Et puis, malheureusement, comme on est dans un pays où, et c'est vrai qu'on joue avec tout, on ne prend rien au sérieux, et c'est dramatique. Parce que, voyez-vous, tout à l'heure, on m'en parlait de... Je sais pas quoi, il ne faut pas qu'on ait l'impression que les gens ont l'impression qu'on a une fixation sur Potomac. Parce que la vérité, le Premier ministre a convoqué une réunion encore tout récemment avec Pichini, qui, pour parachever les travaux, demandait un peu de 200 milliards de francs. Les gens ils ont commencé à nous embrouiller avec les affaires de préfabriqués qui devaient implanter, mais sauf qu'au finish, rien n'a été fait malgré le rallongement de délai. Aujourd'hui, il les a donné un certain délai. On a confié le même travail à une société parallèle qui demande le 1/10 du montant. Vous imaginez avec la légèreté avec laquelle les gens jouent avec l'argent du pays. Ils demandent 200 000 pour finir un travail. Une société qui a été contactée après demande 1/10 pour finir le même travail. Ça veut dire qu'on est dans un état de pourrissement tel que les gens ont l'impression qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent et brader l'argent du pays n'importe comment. Et bien, il faut qu'à un moment donné, que le président prenne ses responsabilités et qu'on siffle la fin de la récréation. Je n'imagine pas, je veux dire que vous n'imaginez pas les aspirations que le peuple pourrait avoir s'il arrivait qu'on aurait dit cette en 2021. Ce serait la catastrophe. Je crois que là, c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau qui va déborder le vase. C'est totalement irrationnel.
On ne peut pas repêcher un enfant. On ne peut pas repêcher un enfant deux fois. Ça n'a pas de sens. Je suis de ceux qui pensent qu'à un moment donné dans ce pays, il faut qu'il y ait une dictature. Et non. Ou mettre les gens au chacun fait ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Imaginez qu'on aurait dit cette canne pour une deuxième fois. Je ne suis pas dans. C'est un drame mondial. N'est-ce pas? C'est irrationnel. C'est non. Totalement irrationnel. Il ne peut pas, un président de la République pour gouverner a besoin de collaborateurs. Ouais. Et donc, quand ils sont incompétents, ils font quoi? Permettez. Evry. Un président de la République ne peut pas gouverner un pays seul. Tout à fait. Chez vous, vous attribuez des responsabilités. Chez vous, dans votre maison, il y a des tâches que vous décentralisez, que vous attribuez aux autres. Quand je confie une tâche à quelqu'un qui l'a commencé, je laisse la personne aller au bout du processus. Je l'enlève au milieu du processus pour qu'on recommence après. Non, écoute, permettez. C'est totalement illogique. Nous sommes d'accord sur le fait que pourquoi Moutazi est sorti en milieu du chemin? Il y a eu un problème au niveau de la task force. Pourquoi ils sont en milieu du chemin? Nous savons qu'il y a eu un problème au niveau de la task force qui était au niveau du secrétariat général de la présidence de la République. Et qui gérait après Moutazi. Bien évidemment. Voilà. Aujourd'hui, après Moutazi. Bien évidemment, le ministre Moutazi. C'est le protocole dans le scénario. Non. Parce qu'il faut recommencer. Permettez. C'est un dossier que j'ai avec beaucoup d'humilité, que je maîtrise relativement bien. Dis-nous pourquoi Moutazi est sorti. Alors, je viens de vous dire une chose. Comme maîtriser le dossier. Pourquoi ils sont nous sommes dans la bataille des leadership gouvernemental. C'est ce qui fait en sorte justement que monsieur Moutazi soit justement débouté, disons ça comme ça. Alors que c'est lui qui a commencé. Maintenant pour revenir, pour recadrer notre propos, de là, hein. pour recadrer notre propos, il est important de constater une chose. Et c'est ce que la presse a toujours indiqué, à savoir que Prime Potomac c'était un mauvais cheval. Deuxième chose, il était important, je le répète, que lorsque vous attribuez un marché de cette envergure à une structure, ça doit être basé sur des critères rigoureux, c'est-à-dire l'expertise que Prime Potomac n'en a pas. Mon petit est-ce que Pétinia a l'expertise? Est-ce que Pétinia a l'expertise? Pourquoi c'est pas livré? Pourquoi n'est pas livré? Ça, non. Pourquoi Olympe n'est pas livré? Non, attends. Est-ce que Pétinia a l'expertise? Pétinia a de l'expertise. Pourquoi Olympe n'est pas livré? Non, Pétinia a de l'expertise. Pourquoi Olympe n'est pas livré? Pétinia a de l'expertise. Mais le problème de Pétinia se pose au niveau de la surface financière. Non, c'est le problème du groupe Pétinia. Ça se pose au niveau de la surface financière. Et c'est là le problème. Parce que c'était un critère essentiel. Et c'était l'une des conditionnalités. L'une des exigences, si vous voulez. C'est-à-dire que pour être éligible à ces projets, il fallait avoir une surface financière bien conséquente. Alors, pourquoi est-ce que le même problème ne se pose pas avec Yenugoun du côté, avec la construction du stade des Japonais? Parce que justement, Yenugoun a respecté les exigences financières. La cuvette de Bépadin, donc je pense qu'il est important que si on avait... Le même problème, justement, aujourd'hui, il est important. C'est un important que... Je lui conseille le fait que... C'est un complexe, ce n'est pas un stade, c'est un complexe. C'est un complexe dans tous les cas qui est plus avancé, Je suis désolé, mais en tant que journaliste, je dois restituer les faits. Les faits, c'est que c'est plus avancé, les travaux sont plus avancés qu'ailleurs. À Japon, c'est plus avancé qu'ailleurs. Donc, vous ne pouvez pas me dire le contraire sur ce plateau. Au pays des je sais de vous dire qu'on nous a vendu un complexe à Japon, et pas un stade, et que le complexe n'est même pas à 40%. À Japon, on n'est pas à 40%. Du complexe, du travail global. Du travail global qu'il fallait livrer. On n'est même pas à 40%. Ce n'est pas que le stade, en fait. C'est pas que le stade. En tout cas, les infrastructures qui sont dédiées au cahier de charges, de mon point de vue, du côté des Japonais, sont réalisées à 99,99%, j'y suis là-dessus. Bon. À moins que vous ayez les statistiques. Qu'est-ce qui était prévu à Japon? Disons le Cameroun, à Japon, on en avait prévu quoi? Le complexe à Yaoundé, le complexe à Douala. Permettez à Eric de placer un mot aussi. Alors, si j'ai bien compris, tel que vous l'avez dit, Prime Potomac est un mauvais cheval. C'est exactement ce que vous avez dit. D'accord, nous avons indiqué sur ce plateau.
Voilà, c'est à peu près la même architecture financière avec Pikini, sauf que, il semble-t-il, ils ont l'expertise, mais pas la surface financière, parce que lorsque le responsable de Pikini est arrivé au Cameroun, la rencontre avec le Premier ministre, c'était pour un montage financier avec les banques locales, afin que cette entreprise ait l'argent pour terminer, évidemment, ces infrastructures. Peut-être la vraie question est celle-ci. Est-ce que nous ne constatons donc pas les limites du gré à gré? Est-ce que c'est pas ça la vraie question? Et non. Si on a choisi le gré à gré n'est pas un problème. Je peux terminer. Si on constate des manquements avec le gré à gré, est-ce que ce n'est pas le moment de s'interroger par rapport évidemment à la relative inefficacité de ce gré à gré? Parce que les faits sont là. On a rallongé plus d'une fois, n'est-ce pas, les délais, et on constate effectivement le gré à gré, permettez-moi de vous expliquer qu'il s'agit d'un appel à candidature restreinte. C'est pas illégal. C'est comme un appel d'offres, monsieur. Il faut que les téléspectateurs comprennent cela. Le gré à gré, c'est pas illégal. Un instant. Je n'affirme pas que le gré à gré est illégal. Nous sommes en train de dire que le gré à gré est en train de marquer ses limites. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de dire. Nous interrogeons l'efficacité du gré à gré. Et parce que comme ça s'entend gré à gré, évidemment, c'est le visage de celui qui est en face aussi qui peut convenir à celui qui donne le marché. Et on n'est pas dupe. Non, disons qu'on a plutôt questionné la subjectivité du choix de certains acteurs dans l'attribution des gré à gré. Ok, permettez donc à Eric Yombi. C'est effectivement ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas qu'on se donne l'impression, messieurs, ici, que nous avons affaire à des enfants de cœur. Nous sommes en plein déploiement d'une mafia. C'est de ça dont il est question. Nous sommes en plein déploiement d'une mafia. Et ce n'est pas drôle. Et c'est énormément d'argent qui est en jeu. C'est révoltant. Mais il y a une chose qui n'apparaît pas dans ce que ces messieurs sont en train de faire. C'est un sursaut pour le Cameroun. Nous sommes à quelques semaines, évidemment, d'un délai. Nous sommes à quelques mois seulement de l'organisation du CHAN de la CAN. Et, patatras, rien du tout. Mais on a l'impression que les gens ne se meuvent pas spécialement. Je vais faire un rapprochement historique pour dire ici à ceux qui suivent. 1972, lorsque le Cameroun organise la CAN, le Cameroun a l'effervescence. Les Camerounais sont contents de toutes parts concernant le pays. Vous avez remarqué aujourd'hui que cette CAN 2021, encore moins le CHAN, ça suscite une certaine effervescence dans le Cameroun. Non, pas du tout. Parce qu'évidemment, beaucoup de Camerounais, moi y compris, on a l'impression que c'est l'affaire des autres. On a l'impression qu'évidemment, la mafia a créé, n'est-ce pas, son gombo, et elle contrôle son gombo, et lorsque le moment vient, elle a envie de, n'est-ce pas, de détruire, évidemment, qui elle veut, tout simplement pour que le business continue d'évoluer. C'est ça la réalité. Maintenant, le Cameroun dans tout ça, c'est quoi? Monsieur Haïssi, je ne suis pas en train de dire que vous défendez le diable, mais la réalité, elle est celle-ci. Il faut qu'à un moment donné, qu'on se réveille tous, qu'on se regarde et qu'on se pose les vraies questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'aujourd'hui, vous le disiez, si Prime Potomac est un mauvais cheval, qu'est-ce qui s'est passé avec ce cheval? Il s'est cassé le pied? Il n'a pas mangé? J'en sais rien. Mais il faut se poser les bonnes questions. Peut-être, je vous le concède, c'est pas le bon moment. Mais il faut à un moment donné qu'on s'arrête et qu'on se pose les vraies questions. Une phrase, juste une phrase, une seule phrase, pour dire ce qui ne va pas. C'est ce qui ne va pas, parce qu'on n'a tiré aucune leçon du retrait de la CAN 2019 et on a reconduit exactement les mêmes acteurs. C'est un indicateur clair de ce qu'on ne prend pas cette affaire au sérieux. Aucune sanction n'a été prise. Donc les mêmes causes produisent les mêmes effets. C'est pour ça qu'on en est là en fait. Oui, on a sanctionné personne. Non, je voudrais répondre à la préoccupation. Je voudrais répondre à une préoccupation fondamentale qui a été exprimée par M. Yombi. Vous avez affaire à un projet comme celui-là, vous avez des cabinets de contrôle. Ce sont des cabinets de contrôle qui doivent pouvoir remonter rapidement les informations. Tout à l'heure, quelqu'un a évoqué autour de cette table le problème de la pénétrante est de la ville de Douala. Pourquoi? Parce que le cabinet en charge du contrôle de ce chantier n'a pas remonté. Est-ce que ces cabinets en charge du contrôle de l'évolution ou de l'exécution de ces infrastructures sont en intelligence avec des entrepreneurs, avec les maîtres d'œuvre? La question reste ouverte. Donc je pense que il ne faut pas aller vite en besoin. Tout le monde est choqué, y compris moi, que de manière péremptoire, presque délibérée, quelqu'un s'auto-dessaisit d'un engagement qu'il a pris, un engagement contractuel. Donc je pense qu'il va falloir qu'on fasse d'abord le point. Okay. Vous permettez une seconde.
Monsieur ici, je crains que votre démonstration ait plutôt montré que nous avons affaire, n'est-ce pas, une bande organisée qui inclut notamment, n'est-ce pas, les cabinets de contrôle. Et ça revient à ceci, si vous avez lu cet ouvrage, Cameroun qui gouverne, Pierre Flambeau-Gagnac, une poignée de personnes, une bande organisée, une mafia. En fait, ça revient à ce que je disais. Maître Pairé, lorsque Ben Modo dit que j'ai accepté aujourd'hui la proposition de séparation à l'amiable, qu'est-ce que ça implique? Comment on doit comprendre ça? Bien sûr, bon, face à son incapacité, elle voudrait, ça c'est l'arrêt d'un... Parce que les fournisseurs s'agrandent, hein? Oui, bien sûr. Les ouvriers et les employés, les fournisseurs comment a-t-il géré ce qui était déjà entre ses mains? C'est autant la mauvaise gestion, et quand il se retrouvait dans cette phase, ne pouvant pas évoluer, il décide, quand il décide de dire qu'il arrête de manière amiable, mais ça va se traiter. Ça ne veut pas dire qu'on va lui laisser tout ce qu'il a pris là, parce que normalement la partie État, c'est ce qu'on a déposé entre ses mains. Il ne doit pas seulement... parce qu'ils nous regardent à Garoua, hein, les ouvriers, là. Ils nous regardent en ce moment. Bien sûr, et ça peut faire encore très mal. Nous avons un pays où vraiment presque ça bouge un peu partout, que ce soit dans le NOZO, que ce soit dans les prisons. Et ces employés qui ont effectivement travaillé et qui n'ont pas été honorés dans leur salaire, c'est leur droit de réclamer cela. Et quand il arrive, et quand il dit qu'il arrête, il négocie amiablement. Ça veut donc dire que les masses salariales par rapport à ces employés, qui va supporter? Va-t-il laisser cela à l'État? L'État qui a déjà assez supporté. Il est question d'honorer cela. Non. Et il faudrait... Non, comprenez. Je vais jusqu'au bout. Peut-être peut me tromper. C'est le cas en effet. La masse salariale, ceux qui ont travaillé déjà, je dis pour le travail déjà fait. Je ne dis pas pour le travail à faire. Ça dépend quand il peut arrêter amiablement. Les parties s'arrangent. Mais qui va supporter ce qui a déjà été fait avant l'arrangement amiable? Les frais, tout a été remis entre ses mains. Vous voulez que je réponde? Très bien. Attendez. Je peux répondre en une Parce façon. Attends, il termine. Je vais passer la parole. Tout à fait. Donc, ceux qui ont travaillé sous Prime Potomac et qui attendaient des salaires de Prime Potomac, c'est bien Prime Potomac qui doit normalement régler ses salaires. Sa mauvaise gestion ne saurait être supportée par l'État parce qu'il est question, la part de l'État, l'État a donné une certaine somme pour réaliser des choses. Aujourd'hui, on est à combien de pourcents? Et certains, les travailleurs, s'il a échoué, ça ne veut pas dire que les travailleurs, ceux qui bossent au chantier, n'ont pas bossé. Ils ont bossé, effectivement. Ils attendent en retour la rémunération. Donc, il est question qu'il faudra examiner et voir les charges, ce que Prime Potomac doit à ses employés et même doit aussi, parce qu'il faut faire la balance. Très bien. Non, je dirais que, mais je passe sur le contrôle de votre expertise. Dans une relation contractuelle, vous êtes bien placé pour savoir que l'employé peut avoir une obligation de moyens et de résultats. Et il peut décider de rompre le contrat quand il a le sentiment que les moyens indiqués au départ ne sont pas respectés. Et pour le cas d'espèce, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Quand il a obligation de moyens et de résultats et que les moyens ne suivent pas pour accomplir une tâche précise, eh bien, je peux estimer que je n'ai pas les moyens pour travailler et j'arrête le travail, je ne continue pas le travail parce que je n'ai pas le moyen. On est vraiment dans ce cas de figure-là et Potomac a été obligé de asphyxier, essouffler, a été obligé de s'arrêter. Parce que, disons-le froidement, pas l'État en fait, c'est pas l'État, quelques individus d'une mafia organisée, on essaie de ne pas remplir leur part de contrat parce qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans ce pays. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Il a décidé à un moment donné qu'il ne peut plus tenir parce qu'il est essoufflé et il arrête. C'est ça la relation contractuelle. Il a besoin de moyens et besoin de résultats. Et bien, attendons dans ce cas qu'on lui porte plainte et que dans ceux qui l'ont attribué le marché l'interpellent. Alors dans ce cas, vous verrez très bien comment est-ce qu'il se défendra. Parce que j'ai la conviction qu'il avait à la fois obligation de moyens et de résultats et que le camp, la bande organisée de mafieux autour de lui, il n'a pas rempli sa part de contrat, asphyxié, il s'est retiré. C'est qui est loyal pour lui. Il laisse comme je ne peux plus. Il aurait pu faire comme Piccini a fait et demander près de 200 milliards pour finir un travail, alors que dans le pays chinois demande les 1/10 pour faire le même travail.
il aurait pu faire pareil. Ça veut dire que quelque part, je ne veux pas que les gens qui nous regardent aient l'impression que c'est un procès contre Protomac, mais aussi, il faut noter qu'en face, il y a des gens qui ne tiennent pas leur... Oui, justement, il est dans la mafia, évidemment. Donc, c'est un peu gêné quand on parle de l'État, en fait. C'est un groupuscule d'individus de la mafia qui ont organisé leur mafia et leur business, et qui n'ont pas rempli leur cahier de charge, eh bien ils se retirent. On verra bien comment cette mafia finira par s'occuper de lui. Mais le vrai problème ici, c'est qu'à la vérité, il faut qu'il y ait... Justement, on a évoqué tout à l'heure le Cameroun qui gouverne. On a le sentiment qu'il n'y a pas de capitaine dans ce bateau-là. Il faut qu'à un moment donné, le capitaine... C'est presque comme disait quelqu'un, un bateau ivre où chacun se comporte sur la table et ramène les choses à la raison et met tout le monde au pas. Mais s'il y a cette navigation à vue perpétuelle et grossière, où on peut voir tout un ministre venir découvrir en plein chantier à Mondovision, il s'interroge, venir découvrir sur un chantier quel est l'expertise d'un prestataire, il dit qu'on ne peut pas être plus insultant que ça. C'est une grossièreté indescriptible. Et puis c'est pour ça qu'on ne peut pas ici parler, je vais dire que le minimum. Quand tu as le demandé ici pour quelle chapelle il prêche, c'est remonte. On ne peut pas avoir cette théorie de bouc émissaire en permanence. Si vous êtes patron, le minimum à faire quand vous allez sur un terrain, c'est de vous renseigner. Cette affaire de remonter l'information, c'est de la fumisterie, ça ne veut rien dire. C'est à vous au moins d'avoir le minimum de prérequis. Que comme je verrai, il s'agit de qui, on parlera de quoi. Au moins vous avez au moins le minimum. Vous ne voulez pas sur un chantier découvrir l'expertise du prestataire. On n'a jamais un scandale aussi grossier. Ça veut dire que tout le monde joue avec tout, chacun fait ce qu'il veut. Albert Anatola ici, Prime Potomac réclame 800 millions de dettes à l'État et il dit que pour que les fournisseurs et les employés soient payés, il faut d'abord que ces dettes lui soient transférées. Il fait comment? Mais écoutez, je voudrais quand même vous rappeler qu'en début d'année, je crois il y a 2 ou 3 mois, il y a un virement de peu plus d'1 milliard, 200 millions de francs qui a été affecté dans les comptes de Prime Potomac pour 1 milliard 200 millions. Voilà, pour le parachèvement, n'est-ce pas, de la construction, n'est-ce pas, des infrastructures hôtelières. Vous avez l'impression qu'un milliard, c'est beaucoup? Donc, moi, ce qui me pose problème dans les éléments de langage du promoteur du Prime Potomac, c'est que c'est lui qui fixe les règles du jeu. C'est-à-dire, là où il y a une rupture abusive des contrats, lui parle d'un arrangement à l'amiable. Oui. Alors moi, ça me pose un problème de droit. Non, il dit qu'il l'a accepté. Ça veut dire c'est ce qu'on lui a proposé. Non, je pense que... Ah, ok, moi, ça me pose un problème. Il dit, j'ai accepté. Non, je pense que il ne devait pas... J'ai accepté aujourd'hui la proposition de séparation à l'amiable. Non, je pense que lorsque... Je l'ai indiqué tantôt également. Lorsque vous n'êtes pas capable de réaliser un projet, lorsque vous sentez que vous n'avez pas l'expertise, oui, n'acceptez pas. Lorsque vous sentez que vous n'avez pas les moyens, j'allais dire la surface financière, n'y allez pas. Parce que lorsque vous vous engagez, il s'agit davantage de votre image que du gain. Mais il me semble que dans le cas d'espèce, Prime Potomac, à travers ses soutiens à la présidence, a privilégié le gain que son image. Encore que Prime Potomac, il s'agit d'une structure qui a été créée dans la foulée, justement, de l'organisation de la CAN, dans la foulée de la construction des infrastructures sportives et hôtelières de la CAN 2019. Donc je pense qu'il est important que ce soit l'État qui demande des comptes à Prime Potomac qu'elle investe. Tout à l'heure, j'ai également indiqué qu'il y a beaucoup de fournisseurs. Je crois que, sauf à moi que je me trompe, les fournisseurs de Prime Potomac lui réclament pas moins de 5 milliards de francs CFA. Donc je pense comment ça va se passer. C'est l'État qui va encore les payer ses fournisseurs? Du tout. Donc je crois qu'il est important que chacun tire les leçons. Ok. Moi, ce que je constate, c'est tout simplement que la mafia est en plein déploiement. C'est ce que je vois. Ne soyez pas surpris que demain, qu'on entende que cette entreprise Prime Potomac n'existe nulle part. Peut-être même que c'est une entreprise fictive, nous n'avons pas de détails, parce que ces éléments, on aurait bien dû les avoir, aussi dans le cadre, n'est-ce pas, de ce vaste cahier des charges, avec une expérience, une expertise reconnue. Ce que moi je crains en tant que citoyen camerounais, c'est tout simplement que cet arrangement à l'amiable soit tout simplement un élément, un moyen détourné
de mettre l'argent, n'est-ce pas, à la possession, évidemment, de la mafia, pour qu'évidemment, qu'on assiste à une sorte d'enfumage, qu'on nous donne l'impression que, évidemment, il y a un monsieur qui n'a pas pu, mais vraiment, la mafia, elle est en plein déploiement. On a aussi parlé, n'est-ce pas, tout à l'heure, évidemment, n'est-ce pas, de... je pèse mes mots, du Cameroun. Vous savez, on ne peut pas se donner l'impression ici qu'on aurait aimé que les infrastructures, le sport se porte mieux. Or, le Cameroun lui-même, grand corps malade, d'accord, se porte autrement. C'est pas possible. Les infrastructures, le sport, la santé, ça fait partie de ce tout collectif, de ce Cameroun collectif. Le Cameroun lui-même, il est malade. Ne nous donnons pas l'impression ici qu'on sera allé chercher une entreprise qui va très bien travailler. Moi, je vais me poser une question assez simple. On a l'école polytechnique qui existe, je ne sais depuis combien de décennies. Vous avez souvenance de ce qu'aurait construit, n'est-ce pas, une infrastructure qu'aurait construit l'école polytechnique? Or, nous sommes dans une phase de développement où le Cameroun, interrogeant évidemment son émergence, ce sont les fils du pays qui réaliseraient un certain nombre d'infrastructures et pour montrer, n'est-ce pas, au vu du monde que nous sommes un grand pays. Tout à fait. Pour montrer que nous sommes un pays avec une expertise reconnue. Aujourd'hui, nous sommes incapables ici de dire, mais Prime Potomac, c'est une entreprise qui existe je ne sais où, avec une expertise reconnue. Nous sommes incapables de le dire. Or, on aurait aimé dire avec fierté que nos fils qui sont sortis à l'école polytechnique de Yaoundé, l'école nationale supérieure des travaux publics, ont réalisé évidemment cette infrastructure de qualité. Mais voilà la réalité. Aujourd'hui, nous sommes tout simplement dans une mafia dont les personnes, les acteurs sont tout simplement intéressés par l'argent. Voilà ce qui les intéresse. Et rassurez-vous, sans être un prophète ou un prophète de malheur, au fond, au bout du compte, il n'y aura ni procès. Ça va se passer comme d'habitude. Peut-être une enquête, mais rien de plus. Guervé Fongan, j'aimerais qu'on interprète cette phrase. J'insiste là-dessus. J'ai accepté aujourd'hui la proposition de séparation à l'amiable pour les travaux de l'hôtel. Il a accepté la proposition. Qui lui a proposé? C'est une limpidité implacable. Oui. Ça veut simplement dire que la mafia qui lui a attribué le marché, ils ont fini par trouver un compromis et un terrain d'entrée, et que rien ne se passera évidemment. Voilà. Contrairement à il n'y a aucun procès. Il garde deux autres chantiers. Évidemment, il n'y a aucun procès, contrairement à ce qu'on pense, rien ne se passera. Donc, ils ont fini par trouver un compromis et un terrain d'entente. Et encore que Potomac peut très bien être une entreprise qui est née dans la foulée, mais au moins qu'on y associe la véritable expertise des gens qui savent. Pourquoi pas on aurait pu mettre là-dedans plein de gars de jeunes polytech bien formés qui ont une certaine un certain know-how qui aurait pu se rendre utile. Je veux dire que l'exercice local c'est pas un crime. C'est qu'aujourd'hui nos meilleurs tronçons routiers ont quasiment été réalisés par le génie militaire. Tous ceux qui sont venus quelquefois on foutu le bordel et on a bien vu que quand c'est fait localement c'est mieux fait, donc on aurait très bien donné les moyens à ceux gars, ils auraient fait du bon boulot. Voilà, madame, monsieur, nous allons donc marquer une courte pause, le temps de rejoindre Cédric Noufolé pour les titres du journal. Bonsoir Cédric, au sommaire ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir nous irons dans l'arrière-pays, là où se trouvent les bassins agricoles les plus importants du Cameroun. Là-bas, vous le verrez dans le journal de 20h, les populations agriculteurs, paysans peinent à écouler leurs produits agricoles et pour cause, ils n'ont pas de route viabilisée et pourtant de nombreuses promesses ont été faites visant à sortir le monde rural et le monde agricole de la pauvreté de l'enclavement. Où en est-on? Nous irons dans le département du Nyong-Ekele, là où plusieurs bassins agricoles sont encore enclavés. Et ce soir, nous parlerons de la gare routière de Tchang, dans le département de la Menoie. Elle aussi est confrontée à la promiscuité et à une insalubrité criarde, également dans un véritable bourbier, là où des passagers, voyageurs et des agences de voyage également se plaignent des conditions de travail à la gare routière de Tchang, et là où il y a un conflit, un litige foncier entre la mairie et un particulier qui revendique ce terrain. Pourquoi n'avoir pas amélioré jusqu'ici les conditions d'embarquement et de débarquement des passagers à la gare routière de Tchang? Nous en parlerons ce soir. Et vous le savez également, ce soir, le gouvernement a dans son viseur des médias indépendants, des opposants et acteurs de la société civile
Durant cette journée, le ministre de l'administration territoriale est venu sommer les médias opposants à la société civile de ne plus inciter les Camerounais à la révolte durant leur intervention dans le plateau. Comment en est-on arrivé là? Nous en parlerons ce soir. C'est Jalin. Cédric Noufoulé, vous avez dit médias, société civile et quoi? Et des acteurs politiques, notamment ceux de l'opposition. Madame, monsieur, on en parle tout à l'heure dans le débrief. Madame, monsieur, tout de suite. On célébrait selon ses propres mots au moment où les acteurs de la société civile tentent d'interpeller le gouvernement sur l'ouverture d'un dialogue. Lui, il estime qu'ils sont là pour dénigrer le gouvernement et dénigrer le Cameroun. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel et qu'il en soit. Deuxième partie, le temps du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Rendez-vous lundi 20h. Madame et messieurs, dans un instant, la suite et qu'il en soit. Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie de Guy Hervé Fongan, Éric Yombi, Maître Paul Payéré et Albert Anatole Haïssi. Albert Anatole Haïssi, vous avez suivi le reportage de Flavien Valo-Dongo une fois de plus. Première réaction sur la sortie du ministre de l'administration territoriale. Oui, écoutez, j'aurais une réaction à deux niveaux. D'abord, en tant que journaliste, il m'a été enseigné que je ne dois rien écrire pour nuire, encore moins rien dire pour plaire. Donc je pense que je dois pouvoir être responsable dans l'exercice de ma profession de journaliste. Donc c'est ça qu'il s'agit, donc dans le respect scrupuleux de l'éthique et de la déontologie. Maintenant, en ce qui concerne le citoyen qui suit, je crois que dans un pays démocratique, tout est encadré par la loi. Est-ce que le ministre estime qu'il faut absolument tenir un discours politiquement correct, même si ça reste dans le cadre de la loi? Je pense que ça veut dire qu'il s'agit de faire reculer justement la démocratie. Même s'il y en a qui vont peut-être penser que nous sommes dans une dictature. Si nous étions dans une dictature, je pense que nous ne serons pas autour de ce plateau. Parce qu'il y en a, c'est un panel de Facebook, comme j'ai pu le dire, qui vont dire que nous sommes une dictature. Donc, je pense qu'il ne faut pas qu'il en fasse trop. C'est vrai qu'il y a certains intervenants qui font preuve d'irresponsabilité dans leur prise de parole et même dans leurs actes. Mais il faut, et en même temps, je crois qu'il faut beaucoup plus d'abord privilégier le plaidoyer, la sensibilisation, que surtout, il ne faut pas privilégier le bâton. Ça devait être aussi ça le rôle du gouvernement. Tout à l'heure, nous avons, dans le cadre de la thématique de la soirée, évoqué le cas, n'est-ce pas, de ces chantiers qui sont carrément abandonnés. On ne doit rien dire sur la pénétrance de Yassa, c'est ça? Par exemple. Donc, on ne doit rien dire sur les chantiers. Absolument. Donc, je pense que demander donc justement aux médias, aux leaders d'opinion que nous sommes, de ne pas en parler, ça veut dire là, nous sommes véritablement dans une dictature, dans la pensée unique. Guy Hervé Fongan, le ministre est allé un peu loin, qu'en pense? Non, je pense qu'il faut restituer les propos du ministre dans son contexte et éviter de jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que la vérité, depuis que cette crise a commencé, d'ailleurs depuis l'élection présidentielle et bien avant, il y a une sorte de manichéisme qui structure le récit médiatique dans notre environnement. Vous avez des pros et des contre, ce qui n'est pas forcément vrai. Et vous avez une certaine presse qui a pris fait et cause pour les séparatistes à travers le récit médiatique qui est visible au quotidien. Donc on devrait ici appeler à davantage une notion de responsabilité de la presse, parce que même dans la liberté, il faut être responsable dans ce qui est dit, dans ce qui est véhiculé. Et c'est simplement la conséquence d'une véritable absence d'autorégulation. Parce qu'aujourd'hui, dans la praxis quotidien de l'exercice du journaliste, il n'y a pas, je le dis pour le déplorer, une véritable autorégulation. Et donc, naturellement, la régulation qui est orchestrée par le MINAT et le MINCOM, naturellement, doit être plus contraignante.
eh bien, je pense qu'il est plus qu'urgent que la presse, en son sein, fasse son aggiornamento et organise une étape d'autorégulation. Parce qu'il y a, quoi qu'on dise, il y a quand même beaucoup de sorties de pistes. Il y en a qui sont un peu excessifs dans le rendu qu'ils font de l'actualité. La deuxième chose que je dois observer, c'est indiquer que on ne peut pas taire pour plaire aux dirigeants. Je me souviens il y a quelques mois ici, quand nous disions sur nos différentes plateformes et plateaux de télé et radio qu'on ne sera pas prêt pour la CAN 2019, on nous a taxé d'antipatriotes, on nous a dit qu'on n'aimait pas le Cameroun parce qu'on présentait les faits. Le rôle de la presse aussi, c'est de pouvoir être cette sentinelle-là et d'éveiller les consciences, parce que je suis celui qui pense, d'ailleurs j'appartiens à cette école, qui estime que la presse a cessé d'être un quatrième pouvoir, mais un contre-pouvoir, parce que la presse peut apporter un son de cloche différent et permettre à nos dirigeants de prendre plus de responsabilité, plus conscience de la gravité du mal. Des fois, on a l'impression qu'on a des dirigeants qui n'ont pas conscience de la gravité des actes qu'ils posent, et bien, que ça plaise ou pas. Des fois, la presse a le devoir de le dire de façon crue, brutale, que ça plaise ou non. On n'est pas tous très contents de voir l'état des routes tel qu'on tout à l'heure dans le 20h, ça ne plaît à personne. Sauf qu'il faut bien que les gens voient quel est l'état de délabrement pour pouvoir prendre conscience. Si on ne voit pas, des fois on a l'impression que c'est de la science-fiction, qu'on parle de ce qui n'existe pas. Et donc je vais peut-être demander au ministre de peut-être revoir le choix de ce qu'il regarde ou de ce qu'il écoute, parce que dans ce qu'il regarde ou ce qu'il écoute, il y a des réalités qu'il faut pouvoir regarder froidement et accepter. Parce que c'est pas parce que la pénétrante terrestre. Par exemple, qui est une vraie catastrophe, qui est une... Non, on ne devrait pas montrer ça. Oui, vu sous son angle, on devrait peut-être montrer ça. On ne devrait pas peut-être laisser parler tout un ministre qui vient étaler en Mondo Vision la latitude. Dani Warenzede qui a fait ce magnifique reportage ne devait pas mettre cet extrait du ministre des Travaux publics, c'est ça? Au contraire, la presse voilà un excellent travail d'utilité publique qui permet à nos autorités de prendre conscience du degré d'ignorance et des compétences des gens qui nous dirigent. Parce que là, tout le monde l'a vu. Si on avait dit, personne n'aurait cru. Maintenant, eux-mêmes, ils ont un élément factuel d'analyse et d'appréciation. Et bien, donc là, je crois que là, sur ce coup-là, Flavien et Dani ont fait un travail d'utilité publique excellent, qui fait le tour du monde, où on voit comment est-ce que certains de nos dirigeants, de nos managers publics ont la légèreté avec laquelle traiter des choses. Donc, il faut que le ministre, il regarde, alors qu'il arrête de regarder les choses avec des œillères, mais qu'il regarde les choses de manière froide et lucide, qu'il fasse le choix et le bon choix de ce qu'il regarde et de ce qu'il écoute, parce que quoi qu'on dise, il y a un travail d'utilité publique excellent et formidable et d'éveil des consciences qui est fait par la presse, parce que ce qu'on refuse de dire, ou ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que la société évolue en se complexifiant et les besoins de celle-ci suivent exactement la même tendance. Donc, les gens sont plus informés, mieux qu'hier, et ils sont plus exigeants vis-à-vis de la gestion de la chose publique qu'opèrent la plupart de nos dirigeants. Et donc, cette interpellation n'est pas tombée dans les oreilles de sourds, mais elle devrait aussi interpeller le gouvernement qui très souvent, j'allais dire, a démissionné de ses missions régaliennes. Et c'est du rôle de la presse de rappeler à l'État que l'État a démissionné de ses principales missions régaliennes. Voilà, Maître Baïré, je suppose, vous êtes le seul en politique de ce plateau, je suppose, hein. Non, mais... Je suppose. Voilà, Maître Païré du Social Democratic Front. Voilà, Social Democratic Front. Oui. Le ministre pense que les opposants vous peignez tout en noir. Dénigrer le pays. Vraiment, le ministre, je l'ai suivi, ça a fait vraiment froid dans mon dos. On dirait qu'on est en train de rentrer 100 ans en arrière. À l'heure actuelle, il y a des choses que normalement, si une opposition existe, c'est pour pouvoir critiquer. C'est pour pouvoir, et à la lumière de la critique, pas la critique pour critiquer, on critique selon ce qu'on voit. Voyez-vous, ici au Cameroun, tout ce qui tourne mal là, bon, tout part du dialogue. C'est toujours l'opposition qui a commencé depuis à parler de ce dialogue inclusif. Et le gouvernement a fait à un certain moment semblant d'aller vers le dialogue. Jusqu'à aujourd'hui, où en est-on? Et l'opposition alors doit croiser les mains, ne rien dire pour laisser le pays sombrer. Donc l'opposition, je crois que quand le ministre le dit,
l'opposition va toujours continuer à dire ce qu'elle a dit. Bien sûr, si l'opposition ne s'oppose pas, l'opposition ne joue plus son rôle. Ah oui. Alors, il ne faut pas regarder dans la même direction. Si c'était bon, l'opposition n'est pas là toujours pour critiquer. Quand c'est bon, on approuve. Et on acclame. Parce que, voyons-nous, on parlait tout à l'heure des histoires du football. C'est le meilleur parti politique des Camerounais. Mais voyons-nous, depuis un certain temps, il n'y a plus l'engouement. Alors, l'opposition doit parler de cela. Vous savez, quand ces histoires ont commencé... on doit dire que les chantiers à Garoua, c'est bon. Est-ce que c'est bon? Quand c'est pas bon, on doit dire c'est pas bon. Non, on ne doit pas dire. Donc, c'est un musulman. Et ça ne peut pas donner pour un pays qui voudrait évoluer. Donc, l'opposition jouera toujours son rôle, à savoir critiquer en proposant. Parce que, au SDF, quand ces histoires de la canne glissée a commencé, le combattant Nietzsche a demandé une marche. Ça a été refusé, mais on continue. On doit toujours continuer à critiquer parce que en critiquant et en proposant des solutions, le Cameroun doit évoluer. Il faut seulement qu'on sache, pas la critique pour la critique, mais la critique constructive. On ne peint pas tout en noir. Quand on dit qu'on a besoin de dialogue, jusqu'à maintenant le dialogue n'arrive pas. Ne doit-on pas dire le dialogue n'est pas là, ou bien on va dire le dialogue est arrivé alors qu'il n'y a pas eu de dialogue? C'est que l'opposition vraiment est muselée. Et en ce moment, autant retourner au parti politique, mais là nous sommes. Il ne peut plus avoir le parti unique, c'est impossible. Mais au sein de l'opposition, il y a opposition. Ah oui. Vous voyez un peu? Donc, on ne saurait se taire. On va continuer à critiquer. Éric Yombi, pour le ministre, certains médias privés surtout célèbrent systématiquement l'opposition et critiquent systématiquement le gouvernement. J'ai envie de croire que le ministre n'aimerait pas qu'on soit dans un pays où il y a la pensée unique. Encore moins, n'est-ce pas, l'instauration du parti unique dont on a connu, n'est-ce pas, ses premières heures en 1966. Mais j'aimerais surtout qu'on se rappelle de quoi est-ce que nous parlons. Nous parlons du Cameroun qui a exactement 120 000 km de route, dont seulement 5 600 sont bitumés. Nous parlons évidemment d'un pays qui en 1972 avait une pauvre croissance de 2,6%, mais qui a organisé une merveilleuse, une magnifique Coupe d'Afrique des Nations. Et qu'actuellement, dans l'histoire de notre pays, la meilleure croissance qui a existé, 22%, 1978, 22%. Et vous devez savoir qu'en ce moment, le Cameroun traîne les pieds avec des croissances véritablement pauvres. Pour cette année, nous attendons 4,4%. Pour l'année dernière, nous avions exactement 4%. Un pays qui veut être sur la route, qui est sur la route de l'émergence, mais qui n'arrive pas à prendre en compte les différentes réalités pour être émergent. Nous parlons évidemment d'un pays qui a beaucoup de difficultés à mettre en place une éducation de qualité. Un pays qui a du mal, évidemment, n'est-ce pas, à faire que l'école de demain commence aujourd'hui. Voilà du Cameroun dont nous parlons. Si aujourd'hui on s'en remet au peuple camerounais, lui seul dira, je cite, quels sont les véritables ennemis de la nation. Voilà. Albert Natola ici, il brandit, il a menacé comme ça de la rigueur de la loi. Non, écoutez, je suis d'accord que l'expression démocratique doit s'inscrire dans le champ de la loi, du respect de la loi. Oui. Mais le problème, c'est que, comme je l'évoquais dans mon propos, à savoir, il ne faut pas qu'il y ait un glissement au niveau de la pensée unique, c'est-à-dire que ce soit le gouvernement qui indique aux acteurs, que ce soit les acteurs de la société civile, des partis politiques ou bien des médias, des journalistes que nous sommes, qu'est-ce qu'il faut dire ou ne pas dire. Non, je pense que là, je crois que même le président de la République, il a eu à le dire, savoir que nous n'avons plus besoin d'entrer dans le maquis pour s'exprimer. Est-ce que donc les Camerounais doivent à nouveau entrer dans le maquis pour s'exprimer? Non, pas du tout. Donc je crois que de mon point de vue, je veux peut-être être très dur dans mon propos, mais j'ai le sentiment que en tenant ces propos, il a été excessif, le ministre Paul Atangandji. Il est peut-être dans son rôle d'attirer l'attention des uns des autres sur la responsabilité des uns et des autres. C'est-à-dire, les médias doivent être des médias responsables, c'est-à-dire dans le respect de l'éthique républicaine. Mais alors, dire
ou menacer ces médias ou ces acteurs politiques. À savoir qu'il faut absolument que le discours soit politiquement correct et qu'il soit orienté dans le sens où l'on voudrait. Non, je pense que là, il y a un problème. Il y a un problème au niveau du processus. Parce que si nous sommes véritablement un État de droit, si nous sommes véritablement un pays qui a des ambitions démocratiques, je crois qu'il est important de pouvoir surtout s'engager et engager chaque citoyen à être responsable et à son niveau. Voilà, Guy Hervé Fongan, d'autres menaces, on va les dire comme ça. Pour la Tangandji, dans son rôle. Oui, on peut dire qu'on peut ne pas être d'accord, mais reconnaissons qu'il est dans son rôle de menace, de menacer en fait. Donc il sait très bien faire ça, menacer. Il fait d'ailleurs très bien et pour le cas d'espèce, sauf qu'on est un peu gêné de savoir qu'on nous ramène, c'est pas moi, 50 ans en arrière, parce que la vérité aujourd'hui, il est difficile de museler. Je veux dire qu'à l'époque, on n'en avait qu'un seul média, on pouvait nous dire qu'il y a 0 mort, alors qu'il y a eu 1000 morts, personne n'allait démontrer le contraire. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible de tenir ce type de discours, de faire croire ce qui n'est pas. Donc, il est difficile pour le ministre de pouvoir prétendre museler les gens, parce que les gens sont plus informés, sont plus exigeants, les canaux d'information sont démultipliés par dizaines et par centaines. Donc il revient simplement de bien faire leur travail. C'est-à-dire que il n'est pas inutile de rappeler que l'État a le monopole de la violence physique légitime, mais l'utilisation de cette violence-là ne doit pas être une raison pour museler les gens et nous ramener 50 ans en arrière. Simplement, nous espérons, nous souhaitons, nous appelons de tous nos voeux que ce gouvernement-là fasse simplement ce qu'on attend de lui, parce que nous tous ici et ailleurs, nous aspirons de manière légitime à un mieux-être, à une meilleure qualité de vie. Quand mes parents me racontent le Cameroun dans lequel ils ont grandi, des fois on a l'impression que en 40 ans on a reculé, on n'a presque pas avancé. Je veux dire que c'est totalement scandaleux. Et le dire n'est pas détester le Cameroun. Le dire, c'est justement permettre à ce que le gouvernement prenne conscience et rectifie le tir. Il faut peut-être rappeler au ministre Tangandji qu'on ne peut pas battre un enfant et l'empêcher de pleurer. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que malheureusement, c'est peut-être brutal de le dire, mais l'accumulation de frustration, les carburants de la révolte, les gens sont exaspérés, ça fait 2 fois. On me laisse de nous retirer la canne, c'est normal que les gens s'énervent un peu, s'échauffent. Ce n'est pas acceptable, c'est totalement surréaliste. On a presque plus de compagnie aérienne, ça n'existe pas à Cameroun, est quasiment en agonie. La CDC, qui est le plus grand payeur de l'État, est presque après l'État évidemment, est presque en train de fermer. Ce n'est pas agréable de le dire. Nous avons des frères, des amis, des familles qui y travaillent. Ils sont quasiment au quartier. Ce n'est pas agréable de le dire. La plupart des entreprises installées dans le sud-ouest et le nord-ouest, dans le secteur brassicole, n'ont plus accès là-bas. Par exemple, les brasseries, pour ne pas les citer, n'ont plus accès, ne peuvent plus commercialiser leurs produits dans la zone du sud-ouest. Le dire, ce n'est pas détester le Cameroun, c'est la vérité, c'est les faits. Et quand j'étais plus jeune, j'empruntais le train pour me déplacer. J'ai fait Mbanga Kumba plusieurs fois. Je suis allé au nord, je prenais la couchette. C'était merveilleux. Aujourd'hui, on a privilégié le transport des marchandises au transport des hommes, parce qu'on a donné le chemin de fer à un certain Bolloré. Le dire, ce n'est pas détester le Cameroun, mais c'est présenter les faits. Et rappeler ça, c'est simplement indiquer qu'il y a 30 ans, il y a 40 ans, nos parents vivaient beaucoup mieux que nous. Et nous avons l'impression qu'on est des sacrifiés, qu'on est des laissés pour compte, et on a espoir qu'un autre Cameroun est possible, et c'est pas en prenant le bâton et la chicotte que ce basculement va s'opérer, mais simplement en interpellant le gouvernement de prendre ses responsabilités, de remplir ses missions régaliennes pour que le Cameroun, dont nous rêvons tous, parce que personne ici n'ira vivre ailleurs. Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule nationalité. Donc le dire, ce n'est pas détester le Cameroun, ce n'est pas dessiner le diable sur le mur, mais c'est travailler tous ensemble pour qu'on ait un meilleur pays
qu'on démontre à la face du monde qu'un autre Cameroun est possible. La meilleure réponse, j'aime à le dire, qu'on pourrait apporter à l'Algérie qui guette à travers la fenêtre, c'est de livrer les travaux à temps. Ce n'est pas d'insulter Hamad à longueur de journée, ce n'est pas d'insulter l'Algérie à longueur de journée, mais c'est de livrer nos travaux à temps, de permettre au gouvernement de travailler et de prendre ses responsabilités, de tenir et le respect de la parole donnée. C'est la meilleure réponse qu'on pourra leur apporter en travaillant et en faisant ce qu'on a dit et en disant ce qu'on a fait. Maître Pairé, il parle d'incitation, qu'il y a des Camerounais qui incitent d'autres à la révolte. Bon, les Camerounais, ils incitent, c'est vrai, il y en a qui... Inciter à partir de l'incitation par de quoi? Il y a un malaise au Cameroun, un malaise général. À tous les niveaux, on ne peut même pas se mettre à énumérer tout ce qu'on vit de très négatif au Cameroun. Alors, quand on vit dans toutes ces situations négatives, pourquoi ne pas dénoncer cela? Parce que nous avons aujourd'hui l'avantage, comme on le dit. À un certain moment, je crois en 92, c'était à l'université quand il y a eu la tuerie de Bassora, comme on a appelé. Bon, là, déjà, il n'y avait pas assez de chaînes comme vous. Vous voyez tout à l'heure, là. On est allé dans le centre, là. Ce reportage, ça touche beaucoup de Camerounais. On ne doit pas le dire. Et à un certain moment, on n'avait pas ces canaux de communication pour pouvoir dire la vérité au Cameroun. C'est comme les reportages à un certain moment, par radio, diffusion, quand on criait sur le but, on ne voyait pas. Maintenant, un journaliste sportif qui crie, on voit qu'il n'est pas en train de bien reporter, chacun peut apporter son point de vue. Alors, face à à l'action gouvernementale qui n'est pas tellement bonne, avec tout ce que nous avons comme corruption et tout qu'on soit détournement de deniers publics, comment est-ce que le Camerounais sera à l'aise au point de rester pour ne rien dire? Il faut dire, les gens sont obligés de pouvoir dénoncer ce qui se passe de négatif. Parce que là, avec tout ce qui se passe tel que les détournements, le Cameroun aujourd'hui, voici la Chine. Tout à l'heure, on parlait des automobiles et des voitures et autres matériels envoyés par la Chine. Je me rappelle en 1975, je devais être au coup moins 1, au coup moins 2, on parlait de la Chine, un géant au pied d'argile. Presque la Chine était... nous évoluons en ce moment au point d'être pas très loin de la Chine. Voilà la Chine qui décolle. La Chine qui vient aujourd'hui nous place tous ces trucs pour des dettes qui vont être échelonnées à plusieurs années. La même Chine dont on dit est en train de prendre tout le sol camerounais sur le plan immobilier. Et quand ils viennent aujourd'hui nous faire tout ça, quand on voit tous ces aspects-là, est-ce qu'on ne doit pas dénoncer le ministère de l'administration territoriale? C'est vrai, c'est sa façon de parler. Parce que dès qu'il a pris le pouvoir, il a toujours essayé de démontrer qu'à tout moment, il peut même plier le clou qu'on ne peut pas plier. Même si le clou tombe, il va le faire. Mais je crois qu'il sache comprendre que le Camerounais, il y en a qui vivent très mal et ils ne peuvent pas ne pas dire... Non, pas il y en a la majorité, l'essentiel est Camerounais. C'est ça. Pas il y en a la majorité des Camerounais. On vit vraiment de 600 par jour. Nous sommes mécontents. Et le Cameroun, c'est là où on s'apprécie. C'est un pays qui n'aime pas tellement aller dans la violence. C'est que ça pouvait dégénérer autrement. Eric Yombi, la suite c'est quoi? Les contrevenances s'exposent, les médias, c'est quoi? Sera la fermeture? Les opposants seront embastillés, c'est ça? Ce qu'on doit comprendre? Visiblement, il s'agit de ça parce que nous semblons, n'est-ce pas, il semble annoncer désormais le management par la terreur ou bien le management par la violence. Mais j'ai envie de dire avec la dernière énergie, le rôle d'un ministre n'est pas de menacer. Le rôle d'un ministre est de travailler pour la République, tout simplement. J'appartiens à un pays où le TCS nous a dit, le tribunal criminel spécial, oui. 6 000 milliards détournés entre 2012 et 2017. Voilà la réalité. Alors, si le ministre a envie de trouver les ennemis de la République, je crois qu'ils existent. Voilà. Ils étaient là sur ce plateau. Père Anatola ici, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie de l'amitié que vous m'avez fait une fois de plus en m'invitant ce soir. Ok. Maître Pairé, merci. Oui, Serge, merci beaucoup. Merci à vous, Guy. Merci Serge Gerlin, et dire au ministre que Bafoussam n'a pas de route, que c'est une catastrophe, ce n'est pas détester le Cameroun. Non, ne dites pas, ce n'est pas détester le Cameroun, dire que le... Faut pas le dire, je vous en prie. Dire que le délégat construit les boutiques au lieu de construire des routes. C'est pas détester le Cameroun, c'est dire la vérité. Non, je vous en prie, il ne faut pas le dire ici, il ne faut pas le dire sur le plateau qui n'en soit. Merci, merci Eric. Merci. Tout se porte bien. Merci de m'avoir invité.
Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de ce numéro Equinoxe Soir. Rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Une fois de plus. Bonsoir, Ngele Mendouka.